Bienvenue à tout le monde. Avant de démarrer, donc quelques petites règles que je vous partage. Donc on est ensemble là pour 1h30 jusqu'à 14h. On vous invite à garder vos micros coupés, à allumer vos caméras si vous le pouvez. C'est toujours plus agréable voilà, pour passer ce temps ensemble. Et puis, je vous invite aussi tout au long de ce webinaire à poser vos questions dans le chat. Donc, je vais assurer la modération du chat pendant les prises de parole. L'idée, c'est qu'on a un temps quand même assez restreint ensemble. Et donc, voilà, si vous les mettez dans le chat, ça me permet de les grouper et puis, du coup, d'essayer d'y apporter des réponses au fur et à mesure. Juste avant de laisser la parole à nos intervenants, je voulais vous dire quelques mots sur l'Institut européen de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération. Donc, on est un organisme d'intermédiation qui a été créé en 2014 et notre objectif, c'est de favoriser la coopération entre les acteurs engagés dans l'EFC. Donc, l'EFC, c'est l'acronyme de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore. Donc, on s'adresse à tout type de public, les acteurs privés, les acteurs publics, les entreprises, donc les associations, mais aussi les communautés d'accompagnateurs et d'intervenants, etc. Et donc, on réunit tout le monde dans une visée de transformation sociale et environnementale avec au cœur en fait, de ce que l'on fait, la conviction partagée que cette transition ne sera réalisable qu'avec une transition économique qui questionne également notre rapport au travail. Donc, c'est aujourd'hui, on a choisi de vous parler de ces questions à travers le prisme de la santé et de l'écologie, donc dans une compréhension élargie de ce que peut être la santé, en fait, une compréhension qui cherche à faire converger les intérêts économiques avec les enjeux sociaux et les préoccupations environnementales actuelles. Voilà, donc voilà pour quelques mots, et puis n'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous le souhaitez suite à ce webinaire. Donc, je laisse la parole donc, à Sandro qui va démarrer cette présentation. Peut-être juste un dernier point sur comment va se dérouler cette session. Donc, on a d'abord un temps de présentation de 15-20 minutes pendant lequel, en fait, donc Sandro de Gasparo et peut-être avec Pierre-Yves aussi vont nous faire une restitution brève des travaux qui ont été menés au sein d'un atelier santé et écologie qui a été coordonné par l'Institut l'année dernière. Et puis ensuite, on aura un temps d'échange avec donc nos deux intervenants qui sera suivi ou entremêlé, on verra, de la prise des questions que vous laissez dans le chat. Voilà pour moi. Sandro, c'est à toi. Très bien, merci, bienvenue à toutes et à tous. Donc le déroulement va suivre en fait cet ordre. Je vais d'abord rappeler quelques éléments de cadrage de cet atelier, les conditions de son émergence et puis les différents sujets qu'on a essayé de mettre au travail. Ensuite, je laisserai la parole à Pierre-Yves Trainard du pôle ressources ETP qui a été co-animateur avec nous de cet atelier, faire une synthèse des travaux de l'atelier à travers aussi un témoignage de l'activité qui est portée par le pôle ETP. Et ensuite, nous aurons deux témoignages un peu en écho dans des secteurs, des milieux d'activité un peu différents. Donc, l'idée, c'était aussi de mettre en discussion les résultats ou le fruit de ce travail en atelier avec d'autres personnes. Et donc, nous aurons un témoignage de Jean-Luc Cousineau, qui est directeur de l'association Cordia, et de Julie Doisy, qui est coordinatrice de l'accompagnement socio-professionnel au sein du réseau Cocagne. Voilà. Et ensuite, bien évidemment, nous aurons aussi un temps de partage, de discussion avec vous. Et donc, n'hésitez pas à vous positionner déjà si vous souhaitez prendre la parole dans le chat, de telle sorte à pouvoir un peu anticiper aussi le tour de parole. Alors, quelques éléments comme ça, en introduction, en cadrage de cet atelier, donc, qui a été co-animé au sein de l'Institut par le laboratoire Artemis et le pôle ressources en éducation thérapeutique du patient Île-de-France. Alors, on peut déjà dire
que l'origine de cet atelier, en fait, vient d'une rencontre entre deux démarches, deux préoccupations. D'un côté, les préoccupations que nous portons plutôt au sein du mouvement de l'EFC, liées aux grands enjeux de la transition écologique, qui pour nous concernent aussi la nécessité de conduire une transition économique vers une nouvelle économie et une nouvelle dynamique de développement. Et conjointement, en fait, avec cette rencontre avec un autre mouvement qui est plutôt celui de l'éducation thérapeutique, porté notamment par le pôle Île-de-France, qui pose en fait des enjeux liés à l'accompagnement des malades. Donc, ça a été cette rencontre entre nous et puis ces questionnements qu'on porte, qui a été l'occasion en fait de construire cet atelier et de le nourrir. Ces deux préoccupations et ces deux communautés d'acteurs sont reliées en même temps par une démarche, un questionnement similaire qui ont donné aussi la possibilité de se parler, de construire quelque chose ensemble, de travailler ensemble. Ce que l'on partage, c'est une posture de recherche-intervention, une posture d'accompagnement, c'est-à-dire de faire avec les autres pour construire avec les autres et à partir des savoirs aussi des autres, des réponses progressive à ces nouvelles préoccupations, ces nouvelles problématiques en fait auxquelles la question de la transition nous confronte. C'est aussi un positionnement commun dans la manière de resituer la place du sujet, des personnes en tant que sujet au sein des dispositifs institutionnels et une attention aux dimensions immatérielles, culturelles, liées à l'activité, au savoir-faire, au savoir des personnes. Voilà. Donc, c'est un peu une posture commune, en fait, qui nous a permis de travailler ensemble. Alors, du côté des enjeux de la transition écologique et économique, on peut poser, en fait, le point de départ, c'est que la question écologique fait émerger une série de nouvelles vulnérabilités, voire même, au-delà de ça, nous pose tous dans une condition où la vulnérabilité devient une expérience commune. Nous avons démarré la préparation de cet atelier au lendemain de la crise sanitaire, de la période de confinement, et je pense que nous avons tous fait cette expérience, en fait, que ces nouveaux phénomènes, en fait, d'effondrement partiel, la nécessité aussi de transformer nos modes de vie habituels, nos activités professionnelles, nos modes de consommation, de production, la grande incertitude et une certaine déstabilisation des grands cadres institués jusque-là, et la crise sanitaire a été un moment très, très vif, en fait, qui nous a confrontés à cette nouvelle donne. En fait, toutes ces transformations nous mettent tous communément dans une expérience où on se sent vulnérable, où on fait l'expérience de la vulnérabilité. Parallèlement à cela, la question de la transition nous montre aussi le rôle moteur d'initiatives locales à partir de savoirs situés et donc à partir des savoirs construits par les acteurs qui sont engagés dans des actions. Et ces initiatives apparaissent comme des ressources absolument centrale, en fait, pour tenir la résilience face à ces défis de la transition, face à ces expériences aussi d'effondrement partiel. On a vu aussi la force de la coopération, de la qualité de la relation entre les personnes pour arriver à conduire ces transformations, pour innover, pour proposer des nouvelles solutions, des nouvelles activités. Et on a vu aussi comment des activités jusque-là considérées comme marginales et qui restent majoritairement encore assez marginales, en fait, apparaissent de plus en plus comme des enjeux essentiels dans notre organisation sociale et sociétale. Donc, tout ça nous a conduit à poser la question de la santé comme une ressource de l'engagement, comme une ressource de la créativité. Et c'est ce que, dans le cadre du référentiel de l'économie de la fonctionnalité, on appelle les ressources immatérielles. Et donc, la santé apparaît en fait comme une ressource essentielle et non pas seulement comme
comme ça un état qui serait affecté par des risques, par des problématiques, par des maladies. Mais la santé doit être posée, on peut la poser comme une ressource absolument centrale. Du côté de cette dynamique autour des nouveaux enjeux d'une conception renouvelée de la santé qui viennent de la pratique de l'éducation thérapeutique du patient, on voit en fait que c'est la maladie chronique ici qui se pose comme un nouveau défi face au système de santé, qui fait émerger toute une série de limites d'une approche sectorielle, technicienne, spécialisée de la santé. Les limites aussi du seul savoir médical ou des professionnels de la santé pour aborder la question de la maladie chronique comme expérience des personnes et qui pose aussi un certain nombre de limites des pratiques et des institutions du soin dont la figure emblématique est celle de l'hôpital. Donc là, on est face en fait à une nouvelle expérience en fait de la maladie qui en plus est de plus en plus présente dans notre société et non sans lien avec aussi des problématiques d'ordre écologique et des résultats, des effets en fait de tout un modèle de développement très industriel, très productiviste, avec des effets y compris sur l'environnement et sur notre santé publique, on peut dire. Et face à ce constat, on voit qu'en fait le malade apparaît comme une nouvelle figure qui nous aide à penser des nouvelles pratiques en santé, ou en tout cas une évolution des pratiques en santé, par la reconnaissance des savoirs issus de l'expérience. Et donc, on découvre que le malade est un sujet qui a une expérience, qui développe aussi des savoir-faire, des savoir-faire. Et on a besoin de repartir de cela, de reconnaître aussi la place du malade pour repenser le soin. Le soin, alors, devient une question relationnelle. Le soin est une relation, voire même, comme on le dit nous, une coproduction. Le soignant ne peut pas produire seul un soin pertinent et efficace, mais c'est la relation entre le malade et un ensemble de soignants, voire d'autres figures, qui peuvent produire un soin adapté. Et donc tout ça nous conduit aussi à une conception beaucoup plus collective du prendre soin, une conception plus collective et communautaire de la santé, relevant en fait d'un ensemble d'activités qui doivent être orchestrées. Et donc ici, on voit que la santé, ce n'est plus cet état en fait d'absence de maladie ou un état comme ça qui viendrait être fragilisé par des pathologies, mais la santé peut être définie comme capacité à bien vivre, vivre au mieux de ce que l'on peut avec la maladie et évidemment à côté de la maladie, c'est aussi avec toute une série d'autres vulnérabilités qui peuvent nous toucher. Donc cette rencontre en fait et la discussion que Pierre-Yves présentera de manière plus détaillée a permis en fait d'ouvrir une nouvelle perspective commune que nous avons commencé à travailler et qui reste encore à approfondir, mais en tout cas quelques grandes orientations. C'est du coup cette redéfinition de la santé comme ressource de la capacité d'agir. Être en santé, c'est être capable d'agir face à la résistance du réel. Et le réel, c'est nous-mêmes déjà, notre corps, nos fragilités personnelles, mais le réel, c'est aussi le réel des grandes questions sociétales qui nous concernent. Le réel, c'est aussi une nouvelle donne écologique qui nous vient un peu en retour suite à toute une dynamique de développement qui pose aujourd'hui des problèmes. Le sujet vulnérable est posé aussi comme un sujet capable. C'est un sujet en activité, avec des capacités, avec une expérience, avec des savoirs. Et donc, ça change aussi notre relation avec le sujet du soin et de l'accompagnement, en fait, face à ces transformations. Et on peut poser aussi que la question de l'autonomie en santé, de l'autonomie des personnes dans cette perspective du bien vivre avec des vulnérabilités, est une question éminemment collective. Deuxième aspect, on voit en fait que la relation qui peut être définie comme le prendre soin
se trouve alors au fondement d'une nouvelle économie des activités, d'une nouvelle orientation d'un développement économique plus soutenable. Et c'est toute la perspective servicielle que propose l'économie de la fonctionnalité, qui a trouvé des échos en fait dans toute cette expérience dans le champ de la santé et de l'éducation thérapeutique. La relation, c'est déjà la relation entre les humains à travers la relation de service ou les relations de service, ou la manière de penser l'activité économique à l'aune de la relation de service. C'est aussi la relation avec le reste du vivant, avec une attention aux écosystèmes écologiques et tout ce qui, dans le jargon, on peut appeler la prise en compte des externalités, de tous ces effets qu'on a un peu négligés en considérant un environnement comme ça un peu extérieur à nos conditions de vie. Or, aujourd'hui, on voit qu'on a besoin d'être beaucoup plus reliés avec les écosystèmes écologiques pour les intégrer dans la conception de nos activités. Et puis, on peut ajouter aussi la relation aux choses, aux non-vivants. Et c'est la question de la sobriété, la question de l'entretien, de la maintenance des choses qui nous invite aussi à repenser cette forme de relation. La coopération se pose comme nouvelle exigence de l'organisation du travail, c'est-à-dire que cette dimension collective et relationnelle de l'activité nous pose aussi une nouvelle qualité des relations de travail et des relations, des échanges économiques entre les différents professionnels et différents acteurs. La coopération définit simplement comme la prise en compte du point de vue de l'autre dans ses ressources, dans ses faiblesses, dans ses contraintes, dans la manière dont nous-mêmes nous travaillons et nous sommes en activité. Et c'est la coopération qui permet alors aussi de faire fonctionner des complémentarités entre des capacités, des savoirs et des ressources. Donc on sort en fait de cette vision d'une autonomie d'un individu atomisé et censé être tout seul autonome dans un espace comme ça concurrentiel ou de compétition, mais au contraire, en fait, l'autonomie est une question collective, notamment à travers cette complémentarité des capacités et des ressources, et donc la coopération, c'est la manière d'organiser cette dimension collective. On voit aussi le rôle central des investissements immatériels, qui est un mot un peu technique pour dire le besoin de prendre le temps, d'investir du temps, de l'engagement, y compris de l'argent, et donc de penser aussi des politiques de financement qui permettent d'ouvrir et de soutenir des espaces de partage d'expérience, d'apprentissage, de reconnaître aussi la professionnalisation de ces fonctions, de l'accompagnement, de l'animation, de l'interconnaissance. C'est un peu, je pense, aussi l'activité que nous essayons de faire nous-mêmes au sein de nos propres communautés et le rôle aussi que porte le pôle ressources ETP et voilà, la manière aussi de favoriser l'interconnaissance des acteurs et la mise en confiance qui sont essentielles pour nourrir cette coopération et cette valeur qui est portée par la qualité de la relation. Et dernier point, cela ouvre aussi une dimension plus sociétale ou politique à travers ce que nous appelons la démocratie sociétale comme enjeu politique, c'est-à-dire la capacité de construire de nouvelles orientations de développement, d'organisation sociale, issues du dialogue entre des savoirs experts, des savoirs professionnels reconnus dans le champ aussi de la gouvernance, à travers la capitalisation des pratiques professionnelles, de leur évolution, des questions nouvelles qui se posent, et également en dialogue avec les savoirs d'expérience, les savoirs des personnes, des usagers, des malades, des citoyens en fait, c'est-à-dire des personnes qui vont être de plus en plus confrontées aussi à cette condition de la vulnérabilité et dont nous avons besoin aussi de l'expérience pour repérer quels sont les signaux faibles, quelles sont les questions nouvelles qui se posent, quels sont aussi le début de solutions, de nouvelles pratiques innovantes qui vont permettre aussi d'apporter des réponses pour se soutenir et pour consolider aussi des nouvelles réponses. Voilà. Et donc ça pose aussi une question de renouveau démocratique et ça fait écho avec ce que dans le champ de la santé on appelle la démocratie sanitaire, qui précisément
consiste à penser une gouvernance avec l'ensemble des parties prenantes, mais c'est ce qu'on retrouve aussi dans le champ de l'alimentation, autour de la démocratie alimentaire, qui pose aussi cette question de repenser la production, la consommation alimentaire à l'échelle des territoires, par une proximité des acteurs, et qu'on peut aussi décliner dans d'autres registres. Et on peut ici mentionner, par exemple, la question de la transition énergétique qui a fait l'objet du premier webinaire de présentation de nos ateliers. Donc, on pourrait même parler d'une démocratie énergétique pour penser en fait ces gouvernances locales fondées sur des écosystèmes en coopération qui permettent en fait de porter une perspective commune qui consiste aussi à prendre en compte la vie, l'expérience et la place des citoyens dans des nouvelles organisations. Donc, je vais passer la parole à Pierre-Yves, du coup, pour donner à voir de manière un peu plus détaillée les éléments que nous avons pu évoquer dans l'atelier. Merci, merci Sandro. Je vais essayer de rapporter un peu ce qui a d'abord produit notre rencontre et puis ensuite les éléments qu'on a pu tirer, ou les déterminants qu'on a pu tirer un peu des ateliers que nous avons vécus ensemble. Tout d'abord que notre point de vue du pôle de ressources, c'est par notre fonction d'appui, une vision dite en bottom-up, c'est-à-dire allant des constats de terrain vers une certaine compréhension des enjeux actuels et à venir, des transformations nécessaires du système de soins, mais aussi de la place centrale de la santé dans la transition écologique. En effet, la crise écologique, tout comme la pandémie, nous montre la nécessité de reconstruire des formes de travail dont le contenu et l'organisation soient plus respectueux de la nature. Et cette crise sanitaire et écologique sont liées, mises à l'épreuve du réel au niveau des territoires, là où se sont révélés de formidables élans d'entraide, de coopération, de construction de solutions innovantes pour continuer à vivre avec. Ainsi, le travail sur le vivant, le réel, l'ensemble, sur et dans la santé, est un médiateur qui nous a paru important pour notre rapport à soi et puis aux autres et à nos territoires de vie. Alors, dans ces ateliers, nous avons voulu montrer comment le travail de santé ou sur la maladie est un sujet qui est pertinent pour outiller la transition, à la condition de partir d'une conception de la santé individuelle et collective qui est fondée sur les travaux en éducation et promotion de la santé, et donc en éducation thérapeutique, je vais y revenir, et qui font de la santé, mais aussi de la maladie, des ressources permettant de développer une puissance d'agir à la fois individuelle et collective face aux événements. Et je vais essayer de vous rapporter les principaux déterminants de ces ateliers en partant de deux questions. D'abord, comment la prise en compte de l'importance des savoirs expérientiels des personnes confrontées à la maladie chronique amène les professionnels de santé et du social à entrer dans une démarche coopérative qui est fondatrice du développement des pratiques éducatives et de promotion de la santé. Et la deuxième question, c'est comment cet enjeu de coopération s'incarne dans une compréhension particulière des territoires habités par ces pratiques, ce qui confère à ces pratiques d'autres dimensions économiques que celles classiques du soin. Alors, le pôle de ressources en éducation thérapeutique d'Île-de-France est une organisation intermédiatrice qui est soutenue par l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, qui vient en appui des acteurs de santé pour qu'ils arrivent à construire et à inclure des pratiques éducatives dans leurs propres organisations de soins. Cette évolution est nécessaire parce qu'elle est très liée à l'augmentation du nombre de personnes vivant avec une maladie chronique, c'est plus de 30% des assurés sociaux, avec des impacts dans leur vie personnelle, sociale et professionnelle importantes et donc une forte incidence économique. Et les pratiques d'éducation thérapeutique et dans son prolongement, les pratiques d'accompagnement à plus d'autonomie en santé s'adresse donc aux personnes concernées par une maladie chronique, qu'elle l'ait ou qu'elle soit aidante, et recouvre des champs d'apprentissage bien particuliers. En effet, ces personnes sont rapidement confrontées, dès qu'elles ont une maladie chronique, aux connaissances utiles centrées sur la maladie et ses traitements. Il faut apprendre
des auto-soins, il faut apprendre à se surveiller, il faut apprendre à faire avec les traitements qui sont proposés. Mais le plus souvent, ces connaissances sont évidemment dispensées par les professionnels de santé et qui ne voient pas les champs d'apprentissage absolument nécessaires qui sont liés à faire avec dans la vie quotidienne. Et ce dernier apprentissage, qui est plus occulte, qui est vraiment moins exploré par les soignants, recouvre tous les savoirs tirés de l'expérience de vie quotidienne avec la maladie, avec ses traitements, mais aussi toutes les expériences de relation avec les soignants et d'interaction avec le système de soins. Et ces savoirs fondent ce que l'on peut appeler la perspective patient, qui est caractérisée par plusieurs éléments. D'abord, la valeur de l'expérience vécue, qui est d'autant plus forte si elle est travaillée et amplifiée avec des pairs, PAIMS, les autres, ceux qui ont les mêmes problèmes. Et puis, elle est caractérisée aussi par une appréhension différente de la temporalité. Par exemple, il y a une dilatation du temps quand tout va bien. Et puis, d'un seul coup, il peut y avoir des accélérations quand tout va mal ou quand il y a un incident. Elle est aussi caractérisée par la création quasi permanente de valeurs pour faire face à la singularité des situations de vie et de prise d'action. C'est-à-dire, comment est-ce que l'on fait pour inventer comment faire face à l'incident de rupture de traitement, au changement de vie, au changement de profession, etc. Et cette perspective est en même temps très contextualisée, c'est-à-dire liée aux facteurs plus ou moins facilitants des environnements de vie personnelle, professionnelle ou sociale. Et on peut penser à ceux qui sont les plus éloignés du système de soins et qui ont le plus de difficultés finalement à envisager, à pouvoir se traiter eux-mêmes et qui en fait inventent et trouvent toutes les compétences nécessaires pour pouvoir le faire, c'est-à-dire pour pouvoir continuer à vivre avec, dans la vie quotidienne, vivre avec la maladie. Ces savoirs qui ont pu être catégorisés montrent que toute personne, quel que soit son niveau social, qui a eu une expérience de soins pour elle-même ou pour autrui, pour les aidants, peut, si elle le souhaite, contribuer à l'amélioration des pratiques de soins. Et ce constat qui va au-delà de l'éducation thérapeutique est d'ailleurs attesté par l'émergence de patients dits partenaires qui ne sont pas forcément affiliés à des associations de patients. Cependant, c'est certain que les associations de patients ou liées au handicap ont su, depuis leur création, agréger ces savoirs expérientiels individuels pour en tirer des savoirs collectifs utiles pour identifier des besoins et des ressources utiles dans la conception et l'animation de programmes d'éducation thérapeutique et d'accompagnement. Des associations comme Vaincre la mucoviscidose, l'association François Aupetit, l'association française des hémophiles en ont même fait un axe stratégique de développement et ont été amenés à former des patients intervenant en éducation thérapeutique. Et en cela, elles sont des figures avancées de la démocratie en santé, en ce qu'elles cherchent à travailler les pratiques de soins dans le contexte et les territoires de vie des patients. Alors aujourd'hui, les préoccupations des patients, c'est-à-dire vivre au mieux avec leur maladie chronique et leur traitement, celles des professionnels qui sont d'organiser au mieux les soins selon les bonnes pratiques, et celles des institutionnels qui sont de gérer l'organisation et le financement du système de santé, se superposent malheureusement dans un cadre territorial sans trop pouvoir se compléter en l'absence de dialogue. On peut invoquer plusieurs facteurs qui entretiennent ce défaut de communication. D'abord, une organisation du système de santé en silo, les soins, le médico-social, le social. D'autre part, une pratique hiérarchique des connaissances qui s'accompagne souvent de postures professionnelles très paternalistes, descendantes, générant des démarches décisionnelles fondées très majoritairement sur les seules expertises médicales et sociales, en négligeant les apports des personnes malades. Et puis, le management actuel, fondé sur une appréciation essentiellement monétaire de l'activité, ne facilite pas les changements nécessaires pour considérer la santé non plus comme résultant d'un acte de soin, mais comme résultant d'une recherche permanente de compréhension mutuelle et d'accord entre la personne et les différents acteurs ou dispositifs de santé, et aussi tous ceux qui sont hors la santé et qui y contribuent. Ce qui n'est pas facile, tant professionnels et organisations ont tendance
à prêter moins d'attention à ce qui le nécessiterait le plus, c'est-à-dire les populations dites précaires où la santé n'est pas une propriété. Or, un des fondements de l'éducation thérapeutique du patient, et par extension de l'accompagnement des personnes vers plus d'autonomie en santé, est au contraire de prendre en compte leur savoir expérientiel comme une donnée, une réalité incontournable qui s'impose au même titre que les savoirs académiques des soignants. Et ainsi, pour faire travailler ensemble professionnels de santé et patients sur des actions d'éducation, il s'agit de créer les conditions de travail où chacun puisse déconstruire ses propres représentations et ce qu'il considérerait comme des solutions idéales et prendre en compte celles des autres pour enfin trouver une vision partagée et des solutions acceptables par tous. Il s'agit donc de trouver une synergie commune au prix d'un renoncement d'intérêt et de pouvoir. Alors, on peut dégager de nos expériences d'appui des points de méthode pour mener ce travail coopératif. D'abord, la nécessité d'identifier les raisons de faire ensemble, la valorisation de l'engagement collectif, le cadre et les règles de travail co-construites, une grande vigilance portée sur l'horizontalité des relations, mais tenant compte d'une potentielle asymétrie des personnes qui participent au travail de co-construction, on n'est pas tous pareils, une posture d'animation qui doit favoriser la coordination et la facilitation, que ce soit en présentiel ou en distanciel, des techniques et des outils d'animation interactive, de co-animation patient-professionnel, d'outils collaboratifs, et puis une attention particulière sur la production et sur la valeur d'usage concret des solutions éducatives qui sont proposées. Ainsi, le développement de l'éducation thérapeutique est conditionné à une démarche coopérative de recherche d'accords entre professionnels et personnes bénéficiaires sur 3 dimensions d'appropriation, et c'est peut-être là que ça se complique. D'abord, une dimension culturelle. Il faut avoir des visions, des principes et des valeurs partagées, des compétences professionnelles reconnues et la reconnaissance de la perspective patient. Puis, une dimension politique. L'inclusion des patients et des usagers dans les processus de co-construction et de dispensation, et puis de régler donc une gouvernance différente et nouvelle de cette coopération. Et enfin, une dimension organisationnelle, c'est-à-dire de pouvoir identifier les niveaux d'intégration des pratiques éducatives dans l'organisation des soins et les soutenir, travailler sur l'impact sur la qualité des soins, la durabilité des transformations des pratiques professionnelles et de celles des patients. Et ceci nous renvoie à la fois à la prise en compte de l'incertitude dans la démarche des décisions partagées, mais aussi au lien étroit de la personne avec son environnement de vie, ce qui oblige les acteurs concernés à naviguer entre différentes temporalités, patients, professionnels, soins, éducation, renvoyant à l'importance du travail collectif et à des recherches de coordination des professionnels et aussi à des recherches d'ajustement interorganisationnel quand on pense aux différentes organisations qui se mettent en place actuellement sur les territoires, maisons de santé, communautés professionnelles de territoire ou bien dispositifs d'accompagnement et de coordination. Et à cet égard, nous avons montré la pertinence d'un appui par un tiers, comme le pôle de ressources, comme support à l'élaboration collective d'un certain nombre de conditions nécessaires à un tel processus. D'abord, la capacité réflexive et d'analyse critique de tous les acteurs. C'est ça qui favorise la co-construction. L'inclusion de la perspective patient, l'apprentissage par capitalisation, l'enrôlement des managers dans les processus de transformation de leurs organisations et la recherche d'un mode de gouvernance qui garantisse la constitution d'un capital de ressources immatérielles bénéficiant à tous et notamment se traduisant par des gains de pouvoir d'agir des personnes. Et ce tiers, comme le pôle de ressources, facilite la création de ressources immatérielles de manière sobre, c'est-à-dire ne reposant pas sur une croissance de volume d'action, mais sur un concept de performance d'usage, c'est-à-dire permettant la constitution de communautés apprenantes, de communautés de pratique, d'espaces de partage et de procédures de co-construction et de solutions concrètes. Comment les compromis et apprentissages communs issus des transactions entre patients et professionnels, mais aussi entre patients et entre professionnels,
peuvent-ils déboucher sur des partenariats susceptibles de créer des nouvelles trajectoires de vie et de santé? Ce sont ces transitions que l'on peut qualifier d'écologiques, au sens où elles reposent sur l'émergence simultanée de nouveaux modes de relation entre les personnes dans leurs environnements de vie et de transformation des pratiques dans les organisations au sein de leur propre territoire d'action. Ce type de transaction, contribuant à la transformation des acteurs au sein de leur territoire, constitue pour nous la dimension écologique de toute expérience de coopération. Et d'autre part, comment faciliter la complémentarité des offres d'éducation thérapeutique entre l'hôpital et les acteurs de territoire? Comment faciliter la proximité des actions d'éducation? Comment faciliter le repérage des ressources éducatives et les compétences nécessaires pour pratiquer cette éducation thérapeutique? Et enfin, comment faciliter l'intégration des patients et des méthodes d'appui collaboratif? L'éducation thérapeutique n'est pas une action de santé hors sol, elle s'inscrit toujours sur un territoire. Mais la notion de territoire elle-même est polysémique. Et le territoire peut être un espace délimité par une autorité ou une juridiction administrative. C'est ce qui est le plus courant, par exemple, dans notre cas, pour planifier les actions de santé publique sur une ville, un département, des groupements hospitaliers de territoire, un contrat local de santé. Mais il peut être aussi défini par une somme d'acteurs qui vont coopérer, par exemple, le territoire d'une communauté professionnelle de territoire de santé ou bien une maison de santé. On peut alors considérer que ce territoire est défini par l'enjeu de coopération et des partenariats entre acteurs de santé, dans un espace habité et structuré par les activités qu'ils mettent en œuvre. C'est dans ce cadre que la rencontre avec les patients peut se faire dans un travail d'ajustement mutuel, tenant compte de leur territoire de vie personnel, familiale, professionnelle, sociale, autant d'environnements au sein desquels il faut trouver les facteurs facilitant la vie avec. En conclusion, je dirais que pour intégrer les enjeux écologiques et les retentissements des crises sur la santé en général, il nous faut agir simultanément sur 3 voies. D'abord, un travail interdisciplinaire et communautaire inclusif des usagers autour et sur la santé. Deuxièmement, une conception écologique de durabilité de l'offre de services, c'est-à-dire d'aménagement des environnements de travail facilitant la sobriété des soins et une organisation en communauté d'acteurs. Et troisièmement, une intensification de la promotion de la santé qui prenne en compte les impacts individuels, collectifs, organisationnels et territoriaux, notamment de la maladie chronique. Ces voies doivent être soutenues dans une approche en co-bénéfice, ce qui nous amène à l'intégrer dans une compréhension plus large des nouvelles fonctions créées en lien avec les attentes des partenaires et d'une compréhension plus large, je dirais, d'une coopération territoriale facilitant d'autres organisations et d'économie du travail liées à la santé. Ainsi, je dirais que penser vraiment outiller l'éducation thérapeutique pour le malade, tout comme l'éducation à la santé et plus largement les actions de promotion de la santé en direction des populations, apparaissent comme un des outils centraux de la démocratie sanitaire, au sens d'un engagement conjoint dans des actions concrètes aptes à déterminer nos conditions d'existence individuelles et collectives. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Alors, on a tous les deux un peu débordé le cadre temporel, donc on va sans plus attendre laisser la parole à Jean-Luc et Julie. Donc Jean-Luc, est-ce que vous pouvez nous témoigner en fait de la manière dont vous cherchez, donc déjà vous présenter votre activité et puis témoigner de la manière dont vous essayez de faire vivre en fait ces principes à travers les initiatives que vous avez prises récemment. Oui, merci. Bonjour à tous et merci pour ces présentations. Une petite précision, hein. J'étais le directeur de l'association Cordia jusqu'au 1er novembre. Je suis toujours chez Cordia, mais j'ai un remplaçant maintenant qui est arrivé depuis le
le 1er novembre. Donc, je vais témoigner quand même du travail que nous avons fait pendant à la fois les crises Covid et pendant les travaux menés avec la CESO. Pierre-Yves n'en a pas parlé, mais c'est pendant 4-5 ans, nous avons pu apporter notre réflexion autour de l'accompagnement et j'y retrouve pas mal de résonance, en tout cas, dans ce qui a été dit ce matin. Et même par vous, Sandro, hein, vous attaquez le sujet par la vulnérabilité. Et pour nous, la vulnérabilité, c'est quelque chose de très important, puisque en latin, on peut supposer qu'il y a une brèche, parce qu'en latin, ça signifie brèche et blessure, la vulnérabilité. Et quand on parle de brèche, on estime qu'il y a des portes qui peuvent s'ouvrir. C'est un peu le propos que je vais tenir en témoignant de ce que nous avons pu faire chez Cordia. Cordia, c'est une association qui gère des appartements de coordination thérapeutique, un lit d'accueil médicalisé, un lit halte soins santé, une maison d'accueil spécialisée, c'est 140 personnes accompagnées. Et le champ dominant, c'est donc la précarité et la maladie. Nous sommes basés sur Paris, Tours, Poitiers, Niort, La Rochelle. C'est un petit détail, mais ça va être utile pour ce qui va suivre après. Cette notion de coopération à distance, c'est pas toujours si facile que ça à mettre en œuvre. Et donc, c'est une équipe pluridisciplinaire composée d'une centaine de salariés répartis sur ces 4 zones géographiques. Alors, ce que nous avons fait, nous, surtout, l'idée, c'est de parler un petit peu à la fois de la période Covid et puis aussi de la co-construction des réponses autour de la mise en place d'un outil numérique, parce que quand on parle d'accompagnement, c'est pas si simple que ça. En fait, on l'a bien vu au travers le témoignage de Pierre-Yves, il y a quand même beaucoup de facteurs à prendre en compte. Je vais en prendre au moins un déjà pour commencer, c'est la pluridisciplinarité, c'est-à-dire que l'accompagnement des personnes précaires malades ne se fait pas avec une seule personne, ni un psychologue tout seul ou un médecin tout seul. Aujourd'hui, ils n'y parviendront pas. Par contre, si vous mettez en convergence 3 ou 4 métiers orientés vers une personne à accompagner, alors oui, ça peut provoquer des effets intéressants, notamment dans le renforcement des compétences de la personne. Mais mettre en place une équipe pluridisciplinaire, facile à comprendre, mais pas facile à mettre en œuvre. Et l'idée de cette création d'outils numériques, dans un premier temps, a consisté à imaginer un processus qui nous permette de faciliter la coopération interdisciplinaire. Parce qu'on en parle tout le temps de la coopération, mais en réalité, sur le terrain, ça ne se fait pas, ou ça se fait très difficilement. Pourquoi ? Parce que chaque métier a sa propre culture. Pierre-Yves nous en a parlé de représentation. Donc, ça ne se décrète pas non plus, la pluridisciplinarité, ça s'encourage et ça se stimule. Donc, l'idée a été de dire, prenons comme postulat de départ le repérage des causes de la problématique de la personne que nous accompagnons. Donc, le psychologue, le soignant, le travailleur social vont repérer les causes de la problématique. Pourquoi ? Donc, on va utiliser des outils proches de l'outillage industriel, n'en ayez pas peur, ça fait pas mal, mais nous allons utiliser donc du Ishikawa, de la loi des 5P, on va analyser les causes, nous allons les classer, nous allons les prioriser, les causes, en fonction donc de l'analyse du professionnel. Puis nous les mettons en commun. Et c'est ça qui est important, la clé de voûte de l'approche repose sur ce partage d'informations qui, je le disais tout à l'heure, n'est pas inné, mais à partir du moment où nous parvenons à identifier par écrit l'analyse des causes vue par le psychologue, vue par le soignant, vue par le travailleur social sur une base de données, alors on commence à y voir plus clair. Et ce qui devient intéressant dans l'expérience, c'est que ces éléments-là sont vus et commentés commentés avec le résident concerné. Au départ, quand nous avons lancé cette opération, j'étais très naïf, en pensant que tout le monde allait comprendre tout, mais en fait, pas du tout. Chaque métier a son propre langage, déjà sa propre culture, et donc pour co-construire et associer la personne à l'élaboration de la réponse à la mise en place du traitement ou de la solution à trouver, eh bien, il faut parler le même langage. Et donc, ça n'a pas été simple d'expliquer aux professionnels de parler le même langage au travers de l'analyse des causes de la personne. Et une fois que nous avons fait ça, nous avons essayé de traduire cette première observation par le repérage des forces de la personne. Chaque professionnel est amené, encore une fois, à repérer les forces du résident accompagné, les forces vues par le psychologue, vues par le travailleur social, etc.
ces éléments-là sont mis sur la base de données et la personne accompagnée peut vérifier, contrôler, être d'accord, pas d'accord. Donc vous voyez là, on confronte déjà des premières hypothèses et ensuite on associe la personne. Et c'est ça la clé de voûte, l'association. Et ça a été dit, mais en fait, c'est extrêmement compliqué sur le terrain d'associer une personne sur le plan théorique. J'adhère à ce qui a été dit tout à l'heure, mais en réalité, il y a un gap énorme entre ce qu'on peut ou voudrait faire et ce qu'on peut faire réellement aujourd'hui. Et troisième action, une fois repéré les causes, une fois repéré les forces de la personne, nous allons travailler les besoins, repérage des besoins de la personne. Et contrairement à ce que nous faisions au départ, nous étions partis sur uniquement le repérage des besoins dans un premier temps. Mais comme chacun sait, le besoin évolue en fonction du temps qui passe, et ce n'est pas si simple que ça. Donc, nous avons mis le repérage du besoin en troisième action à mener, pour ensuite, avec la personne, co-construire les réponses aux besoins, en croisant donc les forces de la personne et les causes de la problématique. Et là, nous rentrons dans la dynamique de l'éducation thérapeutique du patient, c'est-à-dire que nous rentrons dans une dynamique pédagogique, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec tout ce que nous avons pu capitaliser? Et là, nous mettons en route un processus cognitif intéressant, puisque nous allons demander à la personne de choisir le poids du besoin, parce que tous les besoins ne sont pas au même niveau. On a fait l'expérience, c'est que un psychologue, un travailleur social, un soignant va repérer à peu près 3 à 4 besoins lui-même. Donc, vous multipliez par 3 fois 4, 12, ça fait 12 besoins en simultané quand vous avez 4 professionnels qui convergent vers la personne. Mais je vous mets au défi de dire à la personne, on commence par quoi sur les 12 besoins. Donc, vous voyez, donc, l'hypothèse de l'outil numérique, parce que tous ces éléments-là sont rentrés dans une base de données, peuvent permettre à la personne de suivre 24 heures sur 24 donc l'évolution du processus et interréagir si besoin. Et une fois que nous avons repéré les moyens à mettre en œuvre, cinquième élément, nous essayons d'intégrer une temporalité, là aussi ça a été dit, c'est-à-dire qu'on se donne combien de temps pour résoudre le problème. Et là, la temporalité auprès des personnes précaires et aussi malades, c'est extrêmement compliqué. Bon, alors sur une temporalité, obtenir une pièce d'identité, on va pouvoir estimer, mais une temporalité de la durée d'un traitement, c'est déjà un peu plus compliqué. Le médecin va pouvoir dire, je vous donne ce traitement pour 1 mois, 2 mois, mais la personne ne va pas toujours forcément, d'une part, accueillir cette hypothèse-là, ou du moins va l'accueillir dans un premier temps, et quand ça ira mieux, va complètement décrocher, etc. Donc, vous voyez, je pense que la co-construction, le développement du pouvoir d'agir d'une personne, l'association est un élément clé, mais à condition d'y mettre un moyen. Nous avons imaginé cette hypothèse-là, cette hypothèse numérique, parce que accessible 24 heures sur 24, nous permettons à la personne de pouvoir être associée concrètement à la dynamique. Alors, ce n'est pas évident parce que les résultats sont… Alors, cet outil-là est également utilisé auprès de personnes en situation d'expulsion locative, donc des personnes qui ont des troubles psy aussi, donc on est dans le même champ finalement, maladie et précarité. Et en faisant cette expérience-là depuis maintenant 3 ans auprès de ménages, auprès de bailleurs sociaux gérant des ménages en situation compliquée, nous avons un taux de maintien dans le logement à plus de 98%. Donc ça veut dire que l'hypothèse structurée en fait et rationalisée un petit peu permet un étayage non négligeable avec toutes les précautions qu'il faut prendre dans cette notion de rationalité. Je ne parle pas de rationalisation, mais de rationalité, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de rationaliser, de faire une rationalisation universelle, ce serait très autoritaire et fasciste presque, mais c'est plutôt une rationalité qui nous permet donc une guidance et qui nous permet en même temps, qui permet à la personne accompagnée d'avoir des points de repère. Et ça a été un élément extrêmement fort dans l'accompagnement. Et par le temps de Covid, pour terminer là-dessus, c'est-à-dire que c'était une expérience non négligeable, puisque à distance, nous avons pu aussi poursuivre l'accompagnement qui doit se faire en présentiel le plus souvent possible, mais aussi en situation de crise, comme nous l'avons vu avec la Covid, a permis de maintenir un niveau de coopération entre les personnes accompagnées et les professionnels d'une manière très intéressante. Et au final, nous n'avons eu aucun décès, aucune difficulté
particulière. Je pense qu'on a eu d'autres facteurs qui ont joué sur cette notion de décès, mais n'empêche qu'en faisant attention à la personne, en prenant en compte l'articulation nécessaire, en étant dans une empathie structurée, coordonnée et encouragée par l'outil numérique, nous avons pu permettre de créer cet environnement capacitant. Ça a été dit tout à l'heure aussi, l'environnement capacitant ne peut pas s'improviser, il se construit. Et se construit avec des moyens. Le moyen numérique en est un, il n'y a pas que celui-là. Il faut évidemment des appartements dignes de ce nom, il faut des professionnels extrêmement formés par rapport à ça, des pairs aidants que nous avons stimulés grâce aussi à l'outil et qui sont en devenir, parce que ce n'est pas aussi simple que ça, la paire aidance, là c'est pareil, nous avons aussi quelques, pas des soucis, mais il faut prendre du temps, former, c'est la clé de voûte du père aidant, parce qu'il y a aussi des représentations chez eux, parce qu'il y a aussi des complexités humaines à gérer entre les professionnels diplômés et le père aidant. Enfin, dans la vie de tous les jours, c'est pas si simple que ça. Les moralités de l'histoire, oui, on peut arriver à changer de modèle, nous pouvons arriver à associer la personne concernée à condition de structurer l'accompagnement nécessaire au changement. Je ne sais pas si au niveau de délai et temporalité, je tiens les 15 minutes, mais voilà ce que je pouvais dire ce matin. Merci beaucoup, Jean-Luc. C'est parfait. Merci beaucoup pour ton témoignage. Et donc, on passe la parole à Julie, donc, qui est coordinatrice des activités d'accompagnement socio-professionnel du réseau Cocagne. Du coup, je te laisse te représenter un tout petit peu le contexte de ton travail et puis nous raconter, en fait, toi, comment tu vis, en fait, ces questions qu'on vient d'exposer. Ok, merci Sandro. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Julie Doisy et mon intitulé de poste est chargée de mission accompagnement socio-professionnel. Et donc, je travaille pour le réseau Cocagne, qui est un réseau qui fédère à des jardins de Cocagne. Les jardins de Cocagne sont des ateliers et chantiers d'insertion qui ont comme activité support le maraîchage en diversifié, en agriculture biologique. Et l'idée, là, c'était de faire un pas de côté et de vous emmener dans le secteur de l'insertion par l'activité économique. Donc, qui se base sur des structures qui sont des structures financées par l'État, puisque c'est une délégation de la politique de l'emploi en France, et qui est financée donc, en grosse partie par l'État et d'autres cofinanceurs. Donc, une structure d'insertion, c'est d'abord, je dirais, une structure où on est immergé dans la culture professionnelle du secteur d'activité principale. Et c'est aussi faire avec une difficulté supplémentaire, c'est d'accueillir donc des personnes qui sont dites salariés en insertion, qui sont donc en parcours d'insertion sur une durée maximum de 24 mois, puisqu'ils rencontrent des difficultés sociales et professionnelles. Donc de les amener sur une activité pour laquelle ils n'ont pas forcément d'appétence, pas de qualification. Et parfois c'est compliqué aussi puisqu'ils ne comprennent pas la langue. Et c'est aussi des structures qui sont assez schizophrènes, puisqu'en fait, quand vous êtes prêt à l'emploi, vous êtes gentiment poussé à la porte. Et c'est un temps aussi où on est là pour être accompagné sur ces freins dits périphériques à l'emploi. Donc un temps pour poser ces difficultés qui peuvent concerner aussi bien la santé que la justice, que l'administratif, le logement, etc. Donc pour les jardins de Cocagne, le décor, c'est une exploitation agricole avec des paniers de légumes à livrer, des marchés de plein vent à assurer, etc. Et des commandes de demi-gros. Pour les professionnels, c'est un défi à chaque fois avec un nouveau salarié pour faire du sur-mesure, pour faire face aussi au contexte, puisqu'en fait, ce sont des métiers qui sont vraiment au cœur des politiques de l'économie, puisqu'ils reçoivent les personnes qui, justement, sont sorties de la route et qu'il faut remettre. Et ce qui est intéressant, c'est de revenir aussi un petit peu sur cette période particulière qu'a été la crise sanitaire, puisqu'en fait, il y a eu des organisations sur les jardins très différentes, avec des salariés qui sont soit restés chez eux, qu'il a fallu accompagner, différemment pour les ASPCIP, donc qui sont les professionnels de l'accompagnement socio-professionnel, la communauté dont j'ai la charge de soutenir et d'accompagner, donc avec des
je vous dis des expériences très diverses, entre des jardins qui ont fait le choix de garder les salariés chez eux, d'autres qui ont fait le choix de les faire venir, pas tous. Ça a vraiment redistribué les cartes et ça a beaucoup bousculé les postures professionnelles, puisqu'on n'était plus dans un cadre classique, mais dans un cadre où il fallait garder le lien différemment, avec l'arrivée aussi de la sphère privée dans la sphère professionnelle, avec ce travail qui ne faisait plus tiers dans la relation. Et à ce moment-là, donc, j'ai compris qu'il fallait que j'accompagne cette communauté pour vivre son travail qui était en train de bouger, avec aussi des montées d'angoisse, des montées d'addiction, qui est les publics accompagnés. Donc c'est comme ça que j'ai mis en place des temps en visio de soutien à cette communauté pour échanger sur l'expérience, sur comment réinventer son métier quand on se retrouve davantage dans un travail finalement plus social que axé sur le professionnel. Des webinaires aussi avec l'aide le soutien d'un ergonome, psychothérapeute et médecin du travail pour accompagner tout ce qui était normes sanitaires et comment on reprend le travail après une organisation qui a été celle qu'on a connue. Que vous dire d'autre sur cette période? Eh bien, que la reprise n'a pas été simple. Ça a pu créer des clivages au sein des équipes, entre ceux qui sont restés à la maison, ceux qui sont revenus. Comment retrouver sa place après toute cette période, avec des comportements beaucoup plus... des révélations chez le public, avec beaucoup, donc je vous disais, une montée de l'addiction, une montée des angoisses. Voilà. Et puis finalement, on se dit qu'on va reprendre le boulot comme avant. Mais en fait, non, ça ne se passe pas comme avant. On a des difficultés à recruter. On a une période de vacances très longue qui a suivi le printemps 2020 avec un été où les gens ne souhaitaient pas reprendre le travail, des gens qui arrêtent spontanément leur contrat parce qu'ils n'y arrivent plus, des arrêts de travail qui explosent. Et moi qui insiste auprès de cette communauté en disant il faut revenir sur cette période. Vous n'avez pas envie d'en parler, mais ça a eu un impact beaucoup plus important qu'on ne le pense sur la manière d'accompagner, sur votre façon de vous positionner. Et vous le dites vous-même, votre travail n'est plus le même qu'avant. Alors, qu'est-ce qui peut redonner du sens au travail? Finalement, quel est le projet maintenant? Puisque le travail, finalement, n'a plus cette centralité qu'il avait dans l'accompagnement socio-pro, où on pouvait se dire, mon travail d'accompagnateur socio-pro, c'est accompagner sur un poste de travail et dans une projection de sortie à l'emploi. Mais là, comme le sens du travail et la place du travail dans la vie des gens a complètement bougé, finalement, quel est le sens du travail? Quel est le sens de cette structure dans laquelle je travaille? Voilà, c'est venu vraiment percuter ça. Et du coup, j'ai organisé des temps d'échange et de retour d'expérience sur quel est mon travail, qu'est-ce que j'ai constaté qui perdure, donc quels sont les effets finalement structurels de cette crise Covid, comment transformer la pratique avec l'éco-anxiété qui arrive, voilà. Et de mettre tous ces retours d'expérience au récit, finalement, en le capitalisant, ça fait un récit commun. Et l'idée, c'est d'arriver finalement à se dire que le travail, c'est de renforcer les personnes dans leur capacité à faire face aux adversités, d'autant plus dans un lieu de travail qui met encore plus en exergue les problématiques écologiques et environnementales, puisqu'au contact de la nature et en sent pousser des légumes, c'est encore plus fort. Donc, l'idée, c'est d'être dans une organisation de travail capacitante, à aller chercher l'organisation qui permet que les gens fassent l'expérience, fassent des apprentissages, aller chercher les compétences personnelles et professionnelles qui sont déjà là, mais parfois pas forcément suffisamment révélées, créer un espace sécure. Ça peut être des expériences d'autogestion,
pour se vivre comme partie prenante de l'organisation. Et du coup, travailler l'employabilité en passant par cette expérience, des espaces où on pense sa place d'individu, sa place de citoyen, comment je me situe dans mon environnement de travail parce que j'en comprends l'histoire du métier, de ce que j'ai à y faire, comment je me situe dans ma place d'individu de responsabilité dans l'organisation. Voilà, je pense que c'est une des clés. Et en plus, cette clé s'appuie sur le collectif qui fait force, qui a été aussi une force pendant le Covid, puisque ce sont des salariés qui se sont énormément entraidés et ont fait cette expérience de passer par l'entraide pour valoriser et dépasser l'expérience. Voilà, c'est toute cette question de l'émancipation et de se dire finalement dans ma posture, qu'est-ce que je dois mettre en place? Est-ce que je supporterai moi-même la situation dans laquelle je positionne l'autre, que ce soit sur poste de travail ou dans l'accompagnement socio-professionnel. Et puis, il y a quelque chose aussi qui arrive comme nouvelle activité dans les jardins, c'est tout ce qui est autour du bien-vivre alimentaire. Et toute cette question autour de l'animation d'ateliers de cuisine qui font que finalement les jardins sortent de leur terre ou s'ouvrent à un nouveau public. Et là, c'est très intéressant ce qui se passe, puisque finalement, ça pousse à mettre les salariés en parcours dans une posture beaucoup plus autonome, beaucoup plus tournée vers l'extérieur, où finalement, on voit moins cet étiquetage insertion. Enfin, voilà, c'est la société civile qui vient à l'insertion. Voilà un petit peu, j'ai essayé de faire vite. Merci beaucoup, Julie. Merci beaucoup pour vos deux témoignages, en fait, qui, je trouve, mettent l'accent sur le fait que, effectivement, on peut dessiner une orientation autour de cet enjeu d'une attention aux usages, d'une attention aux personnes, d'une écologie professionnelle, des organisations, des activités. Mais malgré tout, ce n'est pas donné, en fait. Ça ne va pas tout seul. Nous-mêmes, en tant que professionnels, on est confrontés à des résistances. Jean-Luc, vous le disiez, associer les personnes, ça ne va pas de soi. C'est aussi très compliqué. Elles peuvent aussi ne pas le souhaiter ou c'est pas le moment pour elles ou être prises aussi par d'autres angoisses, d'autres problématiques. Et c'est un peu ce que j'entends aussi dans ton témoignage, Julie. Donc voilà, on peut ouvrir la discussion avec cette idée aussi, du coup, de vous entendre aussi réagir à ces propos, aussi par rapport à votre expérience. Quel est votre propre réel? Comment vous cherchez aussi à conduire des formes de transition, de transformation, des manières de faire plus attentives aux autres, pour que ça fasse santé pour les personnes, mais ce n'est pas évident. Et donc, on a besoin peut-être aussi de partager la manière dont ce n'est pas évident et puis quelles sont les trouvailles qu'on arrive pour ne pas lâcher, pour tenir, et puis donner une continuité à cette nouvelle perspective. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent réagir ? J'ai vu une main qui s'est levée très rapidement. En attendant de chauffer la salle, moi je pense que l'exigence de coopération est une clé de voûte, est un élément fort pour l'avenir, mais que mettons derrière coopération et comment la construire? C'est ça le point d'achoppement, à mon avis, à la fois dans la co-construction au sens large du terme et l'intelligence collective. C'est-à-dire qu'on parle d'intelligence artificielle avec notre ami ChatGPT, là. Moi, je pense que la réponse, repose sur l'intelligence collective, mais ce sont des mots, en fait, MOTS. Et par contre, comment favoriser l'intelligence collective? Comment arriver
à accélérer, parce que le problème de l'intelligence artificielle, c'est la rapidité de traitement des données. Et nous, intelligence collective humaine, on va dire, nous ne sommes pas aussi rapides que la machine. Donc ça veut dire que si on veut vraiment un monde un peu différent, il faudra travailler cette intelligence collective et à la fois l'intelligence collective et la rapidité de l'intelligence collective. Ça veut dire qu'il faudra, à mon avis, et il faut des outils, il faut se servir de l'intelligence artificielle pour renchérir l'intelligence collective humaine, parce que sinon on ne va pas y arriver. Et donc, moi, je ferai un focus là-dessus, mais je n'ai pas la réponse sur la méthodologie de création d'une intelligence collective de coopération rapide. J'insiste sur le temps, sur la notion de temporalité. Parce qu'aujourd'hui, on passe un temps fou à blablater. Enfin, on parle. Mais de l'autre côté, quand je vois ChatGPT, je me dis, c'est bon, quoi, on est dépassé. Je provoque. Merci Jean-Luc. François. Au risque d'être un peu de contredire, je pense que la coopération, elle possède d'une temporalité irréductiblement humaine et elle a justement comme rôle plutôt de ralentir, de remettre du temps d'expérience qui a tendance à être bypassé ou sous-estimé au motif que la technologie permettrait de tout avoir tout de suite, sans épaisseur temporelle, sans expérience. Et je trouve que c'est un vrai problème qu'on a, le fait, au sens social, c'est une combinatoire de temporalités qui ont tendance à ne pas du tout procéder sur le même rythme. Et plus la technologie avance, plus elle efface le temps, et plus la coopération se cherche, plus elle consiste notamment à rétablir du temps de réflexion, d'écoute, d'entente, qui ne peuvent pas se faire s'il n'y a pas le temps pour ça. Ça, je pense que c'est quelque chose de politiquement assez et managériellement assez compliqué parce qu'effectivement, il y a une technologisation de la relation qui est un peu contradictoire à l'enjeu anthropologique de la relation en question. Et en trace de ça, pour moi, il y a un point qui a été très bien développé autour des ETP, c'est le fait que c'était pas simplement un problème de démocratisation de l'accès aux soins qui se jouait. Tout ce qui s'est appelé la littératie, qui s'inquiétait de montrer qu'on avait beau faire toutes les offres qu'on voulait, y compris d'ailleurs avec des procédés techniques qui en accéléraient la vitesse et ça ne suffisait pas à assurer que l'accès aux soins était aussi évident. En tout cas, il y a une dynamique de l'accès aux services proposés. Dans les services, c'est fondamental. Il ne suffit pas de les proposer, il faut qu'il y ait un accès aux services. Mais ce qui se joue derrière avec l'ETP, c'est que ce n'est pas simplement une démocratisation de l'accès, c'est une démocratisation de l'organisation du soin lui-même. C'est-à-dire que les soignés interviennent dans l'organisation du soin et pas simplement dans l'organisation de l'accès aux soins. Et il me semble que dans le réseau Cochrane, alors c'est pas tout à fait pareil, mais il y a quand même l'idée que à travers l'insertion par l'activité économique, ce qui est visé, c'est un accès à l'emploi, dont on essaye d'accélérer ou en tout cas d'améliorer la performance. Et toute la question de la Covid, ça a été justement un peu une désorganisation de ça. Mais derrière ça, il y a au niveau du réseau un problème du contenu même du travail qui est fait pour s'insérer. Autrement dit, c'est l'organisation de l'insertion qui est en jeu et pas simplement l'accès à l'emploi. Et un des problèmes que je connais un peu dans le réseau, c'est que le travail de maraîchage qui est proposé, il contient dans son contenu même la possibilité qu'il y ait du sens à ce qu'on fait, parce que on y est du départ à la fin, y compris d'ailleurs le consommateur, il est dans la boucle du travail qu'on fait. Et cette modalité de la préparation à un emploi par une organisation qui donne d'entrée de jeu l'expérience de la totalité
du cycle. Le problème, c'est qu'ils préparent un emploi qui, quand ils vont aller sur le marché, va être exactement à l'envers. C'est-à-dire, ils vont se retrouver dans des séquençages et des limitations, on peut dire des parcellisations, qui seront contradictoires à ce par quoi ils sont arrivés à l'emploi et qui étaient contraires à une dynamique d'ouverture. Et là, je pense qu'on a des vraies questions entre ce qui, dans le TP6, est en train de se mettre à jour, c'est-à-dire une réflexion sur l'organisation et pas simplement sur l'accès, et qui, à niveau, à mon avis, du réseau, est encore embryonnaire. On n'est pas à ce point-là. En tout cas, c'est un point de butée. C'est une vraie réflexion interne. Voilà, je suis désolé, je ne suis peut-être pas complètement clair, mais il y avait donc 2 temps, en fait. Une réflexion à travers ce que Jean-Luc a dit sur les compétitions, je dirais, de rythme, on va dire technique, qui effectivement rêve idéologiquement, je dirais, d'un espèce de temps réel, c'est-à-dire où il n'y a plus de temps. Quand on dit en temps réel, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de délai. Alors que l'activité humaine, elle, a besoin de temps, et qu'elle ne peut pas s'en sortir dans ces temps-là. Merci François. Je précise aussi pour bien comprendre que François a été aussi un co-animateur de cet atelier, donc il a aussi participé. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent réagir aussi pour voir comment vous, dans vos activités, vous rencontrez cette question de comment les enjeux de transition écologique, économique, de transformation des manières de faire peuvent croiser aussi des formes de fragilisation des personnes, d'émergence de nouvelles vulnérabilités ou de difficultés aussi à accompagner des personnes en situation de vulnérabilité. Moi, je veux bien, je voulais vous remercier alors d'avoir utilisé les mots littératie en santé, éducation thérapeutique et d'avoir parlé de l'exemple des réseaux de cocagne. Moi, on m'a demandé, moi je suis diététicienne, mais on m'a demandé d'animer à un moment des ateliers cuisine à Optimisme. Là, on est dans le Morbihan en lien avec les réseaux de cocagne. C'est une expérience que j'ai beaucoup aimée. Et ce que je voulais dire, c'est pour moi, dans les leviers, l'histoire de la co-animation. Par exemple, d'un maraîcher avec une autre compétence, pour moi, c'est un beau levier dans le partage et l'interconnaissance. Et moi, j'ai essayé de faire cette activité. On m'a demandé de développer plus l'axe santé. Et en tout cas, là, actuellement, ces ateliers, là, j'en ai pas animé dernièrement, mais il m'arrive à certains endroits de refuser on a trop de demandes en atelier cuisine. La capacité d'accueil est de 14 personnes. Et voilà, le grand public qui a une pathologie chronique, diabète ou autre, est très demandeur de liens sociaux autour de la cuisine, dans le jardin. Et voilà, pour moi, je suis très convaincue de partager du lien social et autre chose en lien avec l'écologie, en tout cas. Et voilà, donc ça m'a beaucoup plu le témoignage des réseaux de cocagne et puis de votre approche anthropologique de l'éducation thérapeutique ou des gouvernances qui peuvent, des communautés de professionnels de santé pour travailler ensemble tous les axes en fait, du terrain à la connaissance de sa pathologie complexe. Il y a un beau chantier. Merci. Merci à vous de votre retour. Pierre-Yves, tu voulais dire un mot? On reprend un peu les propos de François Hugo dans un exemple que nous avons vécu pendant 4 ans. On est venu en appui d'une centaine de médecins libéraux, généralistes et spécialistes, pour monter un dispositif d'appui qu'on a co-construit avec eux, qui leur a permis
d'envisager concrètement comment intégrer des pratiques éducatives dans leur propre organisation de soins. Alors, quand c'est énoncé comme ça, on peut se dire, mais pourquoi il faut 4 ans pour y arriver? Et là, on revient sur le temps des transformations, parce qu'en fait, il faut le temps que ces médecins perçoivent leur propre vulnérabilité par rapport à celle des patients, notamment des personnes qui ont des maladies chroniques. Ils ne sont pas formés à accueillir la parole des personnes qui ont des maladies chroniques, ce n'est pas leur formation. La formation, c'est en fait de proposer des soins, de proposer des traitements. Et cette rencontre qu'il y a eu, puisqu'il y avait des patients intervenant dans le cadre de notre équipe, cette rencontre qu'il y a eu entre patients et professionnels a été révélatrice pour les médecins de la valeur de la perspective patient dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire de cette singularité de compétences par rapport à des situations qui sont les situations de la vie avec et non pas uniquement les situations de la maladie à traiter avec des traitements. Et ces médecins, progressivement, et je dis bien progressivement, ont transformé par un travail collectif leur propre pratique individuelle et progressivement ont été amenés à imaginer des espaces qui sont des espaces de délibération entre patients et professionnels en créant de nouvelles organisations dans leur propre organisation de soins. C'est ça les transformations qui arrivent. Et pour les médecins, ça a été à ce moment-là de percevoir que seuls ils ne pouvaient plus y arriver. C'est les médecins libéraux qui travaillent seuls, certains depuis des dizaines d'années, et de concevoir qu'il y a des ressources autour d'eux qui peuvent être totalement utiles et non pas concurrentielles pour pouvoir trouver des réponses et des propositions concrètes co-construites avec les patients qui suivent. Voilà. Donc il y a cette nécessité d'avoir des champs qui s'ouvrent et qui permettent d'envisager d'autres manières de faire. Et dans les autres manières de faire, il peut y avoir à ce moment-là le numérique qui vient s'installer, mais la réflexion première, elle est sur les transformations des pratiques individuelles, du travail collectif et des transformations organisationnelles nécessaires. Et les transformations collectives ont permis de gagner du temps après, je suppose. Donc, on peut gagner du temps. Oui. Peut-être je me permettrai effectivement, peut-être pour remettre aussi dans une perspective un peu plus large au regard des enjeux de la transition écologique et économique, qui est un peu le point de vue que nous portons avec l'économie de la fonctionnalité de la coopération. Je pense que ce que tu dis, Pierre-Yves, du côté des médecins, c'est quelque chose qui est beaucoup plus général, en fait, dans un certain mode d'organisation d'activité qui cherche, en fait, à pousser des propositions, à pousser un traitement, mais comme on pousse une offre, comme on pousse des produits, en fait, et ce qui conduit progressivement, en fait, à ce fonctionnement qu'on appelle de productivisme, de consumérisme, où, en fait, la valeur, elle est censée être dans le dispositif lui-même, qu'il soit un traitement, un protocole, un médicament, une voiture ou quelque chose, en perdant de vue l'enjeu de la pertinence. Or, il me semble qu'à travers les différents témoignages, ce qui se pose en fait, aussi pour éviter, l'autre jour, quelqu'un m'a renvoyé en portant comme ça un discours sur la question de la coopération à une vision angélique, d'angélisme un peu béat comme ça. Or, aussi pour faire le lien avec des questions plus structurelles, c'est que ce n'est pas que un humanisme, le fait de mettre en avant les enjeux de la relation, de l'écoute et de la manière de prendre en compte le point de vue de l'autre, c'est que, c'est un peu comme disait Jean-Luc, il y a aussi une nouvelle rationalité à fonder de nature économique, c'est qu'on ne peut plus se permettre d'être dans la production et dans la mise en avant de choses qui n'ont pas forcément de sens pour les autres. Et donc, il me semble que cette question du sens et de la pertinence de ce que l'on fait, que ce soit un soin, que ce soit une proposition de valeur, y compris pour une entreprise, toute l'activité des jardins de Cocagne dans la manière aussi d'amener de nouvelles pratiques alimentaires
Et on voit bien que l'évolution des pratiques alimentaires, ce n'est pas uniquement contenu dans une carotte, une tomate et la valeur d'une carotte, une tomate, quand bien même elles sont bio. Et c'est aussi toute une série d'activités, d'accompagnement, d'éducation, de changement culturel. Et donc, il me semble que ce que l'on partage en fait à travers ce que vous présentez comme la perspective patient, c'est que plus globalement, nos activités, quels que soient les secteurs et les domaines professionnels, nous avons besoin plus collectivement de reconstruire une pertinence des activités, de ce que l'on fait, et que cette pertinence demande de passer par un dialogue, par une co-construction, par un questionnement, d'autant plus dans un contexte où on a besoin de changer les manières de produire, les manières de consommer. Donc, c'est aussi le fait de construire une nouvelle valeur de la production, des modes de consommation, de la manière de se sentir en bonne santé, de bien se nourrir, de se déplacer dans la ville, de s'instruire. On a besoin de construire de nouvelles pratiques et dans ce contexte nouveau de la sobriété, d'une réduction des volumes de ressources, on ne peut plus se permettre en fait, de gaspiller, en fait, comme on l'a toujours fait et comme notre modèle économique nous a un peu conduit à faire. Et donc, il y a cet enjeu de la pertinence au fondement d'une nouvelle vision de ce qui fait valeur dans les échanges économiques. Et c'est ça qui fonde la nécessité alors d'être plus en dialogue, d'être dans une co-construction des solutions pour bien vérifier, bien co-construire le sens de l'action. Oui, ce qui était douloureux pour les médecins, c'était de s'apercevoir au fur et à mesure qu'il y avait une grande partie de leur temps de travail avec des personnes qui ont des maladies chroniques qui était du temps de désarroi, c'est-à-dire en fait de ne pas y arriver par défaut de prise en compte de cette perspective patient. Et le retour que l'on a des médecins qui ont changé leur façon de faire, ils appellent ça un réenchantement de leur pratique. C'est-à-dire qu'il y a bien d'autres valeurs que celle de réinvestir une simple consultation qui serait d'éducation thérapeutique. Il y a d'autres valeurs qui viennent là, qui sont des valeurs très immatérielles, qui sont des valeurs de nouvelles compétences, de nouvelles relations avec les patients et au bout du compte, de bénéfices à la fois de temps et d'énergie, parce que l'émancipation des patients, c'est-à-dire leur gain de pouvoir d'agir, eh bien, facilite aussi le travail du médecin qui lui-même a gagné un pouvoir d'agir parce qu'il s'appuie sur des ressources qui sont autour de lui. Donc, ces transformations-là, eh bien, elles changent finalement le territoire le territoire d'entente, de travail que peuvent avoir patients et professionnels, et ça, c'est quelque chose, je veux dire, qui les remet dans une médecine beaucoup plus humaine. Merci Pierre-Yves. On a encore quelques minutes. Magali, je vois que tu as laissé un commentaire dans le chat. Si tu veux prendre la parole pour partager, et ensuite on pourra aller vers la conclusion. Oui, bonjour, merci beaucoup pour tous ces témoignages très riches, très denses. Je disais juste dans le chat que ça pose toujours la question de donner à voir en fait de toute la pertinence et de toute la valeur de ces démarches. Et donc, ça pose la question de l'évaluation et de trouver le bon moyen en fait de faire ressortir les éléments qui font sens pour, je dirais, des publics qui vont ensuite décider des moyens et des ressources qu'on affecte à ces démarches pour qu'elles puissent se déployer. Et tout l'enjeu, c'est ça, c'est comment on donne à voir alors que nos systèmes sont quand même gérés souvent par des indicateurs assez froids de quantité, de pilotage, de choses comme ça, comment on donne à voir justement du qualitatif et tout le sens et la pertinence que ça a pour pouvoir les inscrire dans un temps long, quoi. Voilà. Et ça, c'est pas évident parce que on a souvent en face de nous, au plus haut niveau, des personnes qui
voilà, qui ont du mal à comprendre en fait et à voir toute la plus-value de. Donc voilà, le temps aussi qu'on a à investir, à monter les actions, mais aussi à prendre le temps de bien les évaluer au fur et à mesure, de cranter en fait ces évaluations pour donner ces ressources-là utiles pour que ça puisse se poursuivre. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et ça, c'est un vrai chantier. C'est une question fondamentale, évidemment. Deux pistes, je dirais. Une, c'est de leur donner à vivre aussi. C'est-à-dire d'être copartenaire à un moment ou à un autre. Et dans le dispositif qu'on a construit d'appui aux médecins libéraux, l'Agence régionale de santé était copartenaire. Et ça a transformé leur perception, leur compréhension de ce que veut dire ce type de procédure. Et l'autre, du coup, c'est de mettre l'évaluation en permanence comme étant un élément majeur de suivi du processus qui permet à ce moment-là de faire émerger des indicateurs qui sont co-construits avec l'ensemble des partenaires du projet. Et là, on voit l'émergence, oui, d'indicateurs qualitatifs qui, au fur et à mesure, permettent de caractériser finalement toutes ces productions immatérielles qui sont créées au fur et à mesure du processus. Alors, c'est pas simple, hein. C'est pas simple parce que voilà, on est probablement beaucoup encore dans l'expérimentation. Oui, peut-être aussi un mot. Je pense que Magali, tu pointes effectivement à un sujet très important et qui est aussi un vrai sujet dans la conduite de la transition. Parce que le risque, c'est effectivement de se retrouver avec des dispositifs d'évaluation qui sont construits en fait sur des anciennes dimensions de pilotage, qui sont les dimensions qu'aujourd'hui on a besoin de réduire. Et donc, il y a le risque, en fait, de chercher à piloter la transition à partir d'indicateurs de réduction, de réduire des volumes, de réduire des impacts négatifs, de réduire des externalités. Voilà. Or, la question fondamentale aussi, pour que la transition devienne souhaitable, désirable et qu'elle crée aussi une nouvelle orientation symbolique et engageante aussi, c'est tout l'enjeu en fait de refonder aussi une vision de la valeur. Et donc c'est très important effectivement ce que tu poses et puis aussi les éléments de Pierre-Yves, c'est-à-dire comment on arrive aussi à trouver des dispositifs d'évaluation fondés en fait sur l'expérience, sur la manière dont à travers l'expérience ça raconte quelque chose d'une nouvelle vision de la valeur, c'est-à-dire d'une orientation souhaitable, de réponses pertinentes à des besoins, à des attentes, sur un ensemble d'effets utiles aussi, des actions qui parfois passent un peu en dessous, effectivement, des radars qui sont habituels un peu dans les dispositifs institués. Donc, c'est comment on arrive aussi à donner une visibilité sur une nouvelle orientation de la valeur et quelque chose qui permet aussi de construire comme ça, un horizon plus positif et plus engageant pour les personnes. Merci à toutes et tous. Il est 14h, alors on va essayer de vous libérer. T'inquiète, je suis sans. Ah oui, mais d'accord. Comme on est à côté. Donc, on va vous libérer à l'heure. Juste pour vous dire que donc on va vous envoyer par mail l'enregistrement de cette session. On va aussi rédiger un petit compte rendu. Donc, dans lequel on essaiera de reprendre les notes qui avaient été préparées par Sandro et Pierre-Yves, puisqu'effectivement, c'était assez dense. Donc, on a vu que c'était parfois un peu difficile à suivre au début. Voilà, donc vous aurez toutes les infos, vous allez recevoir toutes les infos par mail. N'hésitez pas à partager et puis vous aurez aussi notre contact. Et donc, voilà, l'atelier en tant que tel est terminé, santé et écologie, mais pour autant, l'idée de mettre au travail tout ce qui a été produit, elle est bien présente. Donc, n'hésitez pas si vous pensez que ça peut faire écho, que ça peut être pertinent de l'invoquer depuis là où vous êtes, même si c'est un quotidien qui peut être éloigné du secteur de la santé, hein, c'est pas nécessaire. Et donc, voilà, n'hésitez pas à prendre contact et on pourra envisager comment le mobiliser. Voilà, donc très bon après-midi à toutes et tous et n'hésitez pas à garder le lien.